Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a Jérôme Blanchet-Gravel, sa première de l'année, évidemment. Nouveau chroniqueur de Marceau à BLVD. C'est ce qui va lui permettre de diffuser son contenu, évidemment, Libre Média, toujours éditorialiste de cette belle plateforme-là. Et on va jaser avec lui aujourd'hui du Brésil, évidemment, d'Elon Musk. Il a suivi le dossier de près. Ça risque d'être assez intéressant. Yes, ben merci Jérôme d'être de retour avec nous à l'automne. Je pense que les gens aiment beaucoup la collaboration. C'est un petit peu des formats plus longs que les chroniques radio où, tu sais, des fois, on est un peu garoché. Il y a une pub, tu essaies de livrer ton message rapidement. Là, ici, on a un petit peu plus de temps. Ça te permet d'élaborer. Ben, d'abord, comment étaient les vacances et qu'est-ce qui s'est passé du côté de Libre Média? Est-ce qu'il y a des nouveautés que les gens doivent suivre pour la rentrée? À quoi on peut s'attendre là, dans les prochaines semaines? Là? Beaucoup de choses. On a beaucoup de contenu vidéo qu'on a produit cet été, mais qu'on a gardé pour l'automne. Oh, des petits cachotiers. Pour la rentrée, oui, c'est ça. On n'a pas chômé du tout à Libre Média. Là, il y a eu une certaine accalmie, là, bon, parce qu'avec l'actualité qui, forcément, est moins intense. Là. Puis bon, les députés, en tout cas, provinciaux, n'ont pas fait grand-chose cet été, j'ai l'impression. Donc, on a beaucoup de reportages qui vont être publiés là, dès les prochains jours, en fait, à Libre Média. Moi, je viens de publier un reportage sur la semaine dernière. J'étais à Mexico pour l'édition 2024 de la CEPAC, la fameuse Conservative Political Action Conference. D'ailleurs, Donald Trump donnait son appui à cette conférence-là, donc il se tenait dans la ville de Mexico, à Polanco. Le président Javier Milei était censé être là. Malheureusement, il a annulé sa participation à la dernière minute. Donc, on a manqué l'occasion d'avoir Javier Milei en entrevue, mais je vous le dis, on est plus près que jamais pour cette entrevue-là. Cette grande entrevue-là, vraiment, on y travaille concrètement. Ça aurait été un méchant bon coup, pareil, d'avoir ça dans les cartons pour l'automne, on s'entend? Oui, mais vraiment, je vous le dis, là, on avance. On avance dans ce dossier-là parce que je suis en relation avec quand même beaucoup de gens de l'entourage de Milei. Ça m'a permis d'ailleurs à Mexico de rencontrer certains de ces gens-là. Donc, j'ai interviewé beaucoup de gens là, quand même d'importance, notamment aussi, on va en parler tantôt, mais le porte-parole du Parti républicain en espagnol, eux, ils l'appellent l'hispanic chief of... en tout cas, Mais juste avant, ouais. juste une petite question sur Milei. Ouais. On voit des clips de lui, on voit... c'est assez spectaculaire ce qui se passe. Il y a des grandes promesses au niveau du libéralisme en Argentine. Tu commences à parler un peu au staff. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est solide ce qui se fait derrière ça? Est-ce que c'est juste une parure ou on peut vraiment penser que l'Argentine va changer en profondeur? Ben écoute, il y a de l'espoir, puis ils n'ont pas le choix. Dans le sens où Milei, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, c'est le seul gouvernement de droite en Amérique latine, pratiquement, avec celui du Salvador, là, si je résume. Ouais. Donc, pour la droite latino-américaine, Milei, c'est l'espoir. Donc, je ne suis pas sûr, au Québec, forcément, on ne réalise pas à quel point le gars a de la pression, non seulement en Argentine, mais dans l'ensemble de l'Amérique latine, parce que le monde hispanophone, c'est une grande famille. Hein, même l'Espagne est très près de l'Amérique latine et vice-versa. Donc, l'Espagne est plus près du Mexique que le Québec est de la France, hein, si je résume. Donc, il y a une énorme pression parce qu'il incarne, c'est ça, la possibilité d'une reconquête de la droite en Amérique latine. Donc, Dieu sait qu'il y a un poids très lourd sur les épaules. Moi, je pense que oui, c'est très concret. Milei, ensuite, bon, c'est quand même quelqu'un qui a des idées quand même très arrêtées. Puis, tu es en Argentine, comme dans un pays latin. Bon, un ex-pays catholique ou en tout cas encore catholique en partie comme le Québec, mais évidemment où c'est pas simple là, abolir des avatars de l'État. Oh, oui. Et c'est comme demain matin au Québec, on commence à faire le ménage. Comprenez qu'il faut se retrousser les manches pas à peu près. Là. Donc, il reste que Milei a une philosophie politique américaine, libérale, anglo-saxonne, dans une Amérique latine profondément là, traversée évidemment par des traditions socialistes, interventionnistes, tout ça, protectionnistes. Donc, c'est sûr que
c'est pas facile, mais oui, je pense que c'est quelqu'un de compétent, très sincèrement, qui a un économiste d'envergure et il sait ce qu'il fait, là, c'est clair. Et je sens, oui, son entourage, on sent pas. Les gens sont pas inquiets. Là, je ne sens pas dans l'entourage de Milei qu'on est inquiet là, pour les prochains mois. On croit en ses compétences. Puis c'est pas juste un personnage médiatique. C'est quelqu'un qui a des compétences pour vrai. Après, c'est sûr que ça reste un paradoxe ambulant parce que le gars déteste l'État, en gros, et il se retrouve le chef de l'État. Ça reste un paradoxe assez incroyable. On le voit bon, avec sa parure, tout ça, là, les symboles de l'État. Ça reste très, très paradoxal. Puis, il faut le rappeler aussi, le gars a fait alliance avec la droite conservatrice traditionnelle, parce que lui, il était vraiment un libertarien, là, un vrai de vrai. Ouais. C'est extrêmement rare. Ça commence à être moins rare en Amérique latine, mais... c'est pas assez pour prendre le pouvoir. C'est ça. Donc, tu sais, nous, on présente encore Milei comme un libertarien, mais sa vice-présidente, qui est une femme dont j'oublie le nom, est clairement une conservatrice. Donc, tu sais, il est quand même plus modéré, plus pragmatique qu'on le présente dans nos grands médias. Oui, puis ça l'oblige à prendre des positions qu'il ne croit pas nécessairement, lui, de son côté, mais il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. C'est ça, tout le côté pro-vie, tout ça. C'est ça. C'est un peu le même truc qu'aux États-Unis. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle un gars comme Ron Paul n'a jamais pu être investi comme candidat républicain. C'est-à-dire que le gars était trop marqué du côté libertarien. Il aurait dû avoir des appuis du côté de l'aile plus conservatrice traditionnelle, puis ça n'a jamais pu se concrétiser. Tout est une question d'alliance et de jeu politique. Mais écoute, on a parlé beaucoup de l'Argentine à cause de Milei, bon, la tronçonneuse, tout ça. Mais étrangement, il y a un pays dont on nous parlait sans arrêt dans les médias canadiens et même occidentaux, j'ai envie de te dire, avec les médias québécois, il n'y a pas si longtemps que c'était le Brésil. Et chaque fois, c'était pour nous dire Bolsonaro égale Trump. Et depuis l'élection, ça a été le retour de Lula au pouvoir. On nous a vanté ça. Je me rappelle Jean-François Lisée, Frédéric Bérard. Toute la gang de gauche québécoise nous disait hey, c'est extraordinaire. Enfin, le retour de l'humanisme avec Lula, alors que le gars, c'est un corrompu qui a été condamné pour toutes sortes de patentes. Je suis pas sûr que c'est vraiment un enfant de cœur tel qu'eux se l'imaginent. Et là, depuis quelques mois, il y a un personnage dans son entourage qui émerge, qui est un genre de gars de la Cour suprême, là, finalement. C'est tout le temps dur de mettre dans nos termes parce que c'est pas les mêmes institutions, c'est pas les mêmes affaires, là, mais Alexandre Moraes, je pense son de Moraes, oui. Ouais, de Moraes. Lui, il est en guerre carrément contre Elon Musk parce que puis je te laisse commenter après ce dossier-là, mais grosso modo, c'est qu'à l'époque de l'élection, il avait fait demander à ce que des comptes d'influenceurs conservateurs brésiliens soient supprimés de Twitter, ce que Twitter avait fait, finalement, avait obtempéré, parce qu'à l'époque de Jack Dorsey, un peu comme ce que Zuckerberg a avoué, ces plateformes-là collaboraient avec les gouvernements pour suspendre des comptes, fermer des pages, etc., etc. Et quand Musk a repris le contrôle de Twitter, il a réactivé, en tout cas au moins en partie, ces gens-là, et eux disent que ça viole la loi brésilienne, ils devraient refermer ces comptes-là. Et là, c'est allé même jusque dans les derniers jours où la plateforme de X est carrément interdite sur le territoire brésilien avec des amendes, je pense, de 12 000 18 000 si tu te fais prendre à être sur Twitter par un VPN et autres. Là, ça commence à déraper là, solidement là, dans ce pays-là. Et malheureusement, on ne peut pas trop se fier à l'Occident pour dénoncer cette tendance-là et aller vers le contraire, parce qu'on voit l'arrestation du gars de Telegram à Paris, on voit en fait que, grosso modo, je pense que les leaders occidentaux ont l'air de trouver qu'au Brésil, c'est peut-être un peu fort de café, mais fondamentalement, ils ont l'air en accord avec ce que la justice brésilienne fait. Oui. Ben, d'ailleurs, la semaine passée, Eduardo Bolsonaro était à la conférence où j'étais. Donc, c'est le député là, fédéral brésilien qui est le fils de Jair Bolsonaro. Donc, il nous a fait un grand exposé de 30 minutes pour tout nous montrer ça. Effectivement, la censure des comptes des conservateurs par le pouvoir judiciaire. Donc, ça a duré, c'était un des derniers... c'était la dernière allocution. Dans le fond, il a remplacé Milei comme invité de marque. Là. Il était déjà au programme.
Mais bref, c'était intéressant quand même parce que le gars fait son speech finalement alors que ça se passait, tout ça. Là. Donc, ça a été assez convaincant. Un personnage quand même, là, c'est quelqu'un qui, disons, fait beaucoup de blagues. C'est un personnage, Eduardo Bolsonaro. Il a un gros accent portugais, mais en tout cas, bref, je ne ferai pas trop de critiques pour ça. Il s'exprime quand même en espagnol. Ouais. C'était bien. J'y ai parlé un petit peu. Puis, bon. L'affaire au Brésil qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nécessairement la gauche qui est en train de réserver ce traitement-là à la droite, c'est vraiment le gouvernement des juges. T'sais, les juges au Brésil ont un pouvoir démesuré. Vraiment, les juges ont un pouvoir qui n'est pas seulement judiciaire, mais politique. Et je te dirais, même Lula, en fait, que je veux pas... que je n'appuie pas nécessairement, a été lui-même malmené, pas à peu près, par le gouvernement des juges. Lui-même a été justement accusé de corruption. Et on a vraiment l'impression au Brésil d'être devant deux camps qui évoluent dans un univers parallèle. Donc, Lula, qui lui-même dénonçait la corruption des juges, il n'y a pas si longtemps, qui était retrouvé en prison, mais qui accusait le pouvoir judiciaire d'être lui-même à la solde de la droite. Maintenant, c'est la droite qui accuse le pouvoir judiciaire d'être à la solde de la gauche. Donc, vraiment, on sait pas, on s'y retrouve pas toujours. Finalement, le judiciaire est devenu son propre pouvoir, est à la solde d'eux-mêmes, finalement. Là. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Donc, ça va beaucoup trop loin. En même temps, on dit qu'au Brésil, les chambres, les députés sont souvent, beaucoup d'entre eux sont corrompus, donc ça prendrait apparemment ce genre de contre-pouvoir-là, le pouvoir judiciaire, mais c'est clair que ça va beaucoup trop loin. Donc, Moraes, qui lui est un juge, oui, peut-être de gauche, qui effectivement mène une croisade contre ce qu'il appelle la désinformation. Donc, c'est sûr que tous les gars comme Eduardo Bolsonaro, puis toute la droite, évidemment, s'insurgent contre ce que fait ce juge-là. Moi aussi, je trouve que c'est inacceptable. Mais c'est quand même important de le mentionner. Autant la gauche que la droite au Brésil a fait les frais du gouvernement des juges. Tu sais, quand on parle de ça, ça fait longtemps qu'on parle de ça au Canada, là. Mais là, c'est comme une caricature de ce phénomène-là. Donc, c'est extrêmement grave parce que le Brésil aussi, il faut le rappeler, c'est pas un pays marginal, là, c'est pas un pays mineur, c'est le deuxième pays le plus populeux du continent américain après les États-Unis. Donc, le Brésil, c'est les États-Unis d'Amérique latine. C'est un pays de 200, je pense, 30 millions de personnes. C'est énorme. Donc, qu'un pays de cette importance-là est coupé X sur l'ensemble de son territoire, c'est un avertissement majeur. C'est un signal d'alarme qui est à considérer. Évidemment, au Québec, nous, on parle, je ne sais pas de quoi on va parler, on a parlé de tant que ça cette semaine dans nos médias. On a appris ce matin qu'Éric Lapointe était sobre depuis 11 mois au Journal de Montréal. Intéressant. Oui, c'est un gros dossier. En fin de semaine, on a appris aussi que Pierre Poilievre n'aimait pas le café du Tim Hortons. Oui, on pourra en parler de ça aussi. Poilievre, qui est un personnage mystérieux, qui est le bonhomme 7 heures de la politique fédérale selon Québécois, du moins selon la fabrication qu'on en fait. Donc, bref, c'est vraiment grave. C'est parce que, je dis, le fait que cette expérience-là, tant qu'à moi, est une expérience, soit menée dans un laboratoire aussi grand que le Brésil, c'est énorme. Puis même Elon Musk a plié les genoux un petit peu parce que Starlink, qui est une façon d'obtenir le web, veut pas au Brésil, s'est fait demander par les juges brésiliens également, tu dois bannir Twitter, ainsi de suite. Puis on aurait pensé que Starlink aurait été plus coriace à faire plier les genoux un peu, puis finalement, ils ont plié l'échine très vite. Là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que là, Musk, tout le monde en ce moment veut sa tête. Tu as cette espèce de petit juge despote-là au Brésil, mais en même temps, tu as le clan démocrate aux États-Unis qui lui reproche d'être rendu, de faire de la publicité l'Union européenne également. Pour Trump. Et en Union européenne, tu as un autre. En fait, c'est souvent un peu le pattern. Des gens non élus ou en tout cas des espèces d'oligarques de régime. Le gars de l'Union européenne dont on a déjà parlé, Thierry Breton, eux, c'est des gens qui ont tripoté des espèces de lois à l'échelle européenne disant que si Twitter ne donne pas accès à ces données à leurs chercheurs et s'ils ne s'engagent pas à lutter contre la désinformation, même Thierry Breton avait
interpellé directement Elon Musk sur Twitter en lui disant tu devrais rendre indisponible l'entretien que tu as avec Donald Trump parce que c'est de la désinformation que vous allez faire là-dedans. Nous autres, on voudrait qu'en Europe, les gens ne puissent pas voir ça. C'est quand même c'est quand même incroyable. Là, je ne sais pas dans quel contexte on se dirige, mais pour vrai, il y a vraiment des gens qui sont à des postes clés en ce moment, que ce soit l'Union européenne ou des postes dans la justice, qui en ont littéralement. Eux disent que c'est la lutte à la désinformation, mais tout le monde a compris que c'est juste le nouveau nom de la censure. Là. C'est pire que jamais. Là. Franchement, là, comme je l'ai écrit dans mon éditorial récent, là, que peut-être, Frank, tu peux faire apparaître à l'écran. Moi, le mois d'août 2024 est un mois noir pour la liberté d'expression dans le monde. C'est vraiment inquiétant. Et c'est là qu'on voit quand même l'importance de médias comme les nôtres. Et je pense qu'on sous-estime même le rôle qu'on va être appelé à jouer dès les prochaines semaines, dès les prochains mois, dès les prochaines années. D'abord, il y a eu, dans le début de mois, au début du mois d'août, les fameux épisodes de censure inédits au Royaume-Uni. Vous l'avez vu, il y a des gens qui ont été arrêtés par la police simplement pour avoir retweeté des contenus. C'est un peu là. Je tape même pas sur le gouvernement dans mon tweet, je retweet les images des émeutes et c'est considéré comme de l'incitation à la violence, etc. Donc, puis le Royaume-Uni, qui est inutile de le rappeler, n'est pas non plus un pays banal ou mineur sur l'échiquier mondial. Là. On parle du Royaume-Uni. Ben non, c'est surtout un pays qui est symboliquement très important pour les libertés individuelles. C'est la Magna Carta, tout ça part de là. Exactement. Symboliquement, donc, que ça se passe au Royaume-Uni. C'est ça. Extrêmement important. Le deuxième, est ce qu'on vient de parler, X dans la mire de l'Union européenne. Un autre truc dont on a fait un épisode là-dessus, mais ça, c'était très grave, l'arrestation de Pavel Durov, donc le patron de Telegram, qui se fait arrêter sur le tarmac en débarquant de son avion privé dans le coin de Paris. Ça, c'est un événement qui est tout à fait spectaculaire, d'autant plus qu'on pensait qu'il avait un peu une protection parce que lui, c'est en gros un opposant au régime russe. Exact. Qui était à l'origine, parce que Telegram a été un peu à l'origine avec lui de beaucoup de mouvements de contestation comme anti-totalitaires dans des pays, justement, amis de la Russie et autres. Donc, on pensait, puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la nationalité française, si je ne me trompe pas, parce que lui, on dit, quand tu regardes sur Wikipédia, on dit les franco-russes, ouais, mais française, il y a eu ça, je pense, il y a 2 ans, de par l'intervention même de Macron, je pense. Ça n'a pas dû lui nuire. Donc, effectivement, on pensait que ça allait lui donner une certaine immunité, mais on voit que ça n'a pas été suffisant, c'est-à-dire que c'est plus important, probablement, pour les gouvernements occidentaux de garder un contrôle sur les grandes plateformes que d'appuyer les opposants à Vladimir Poutine. Donc, on voit c'est quoi les priorités des gouvernements occidentaux. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que Musk, maintenant, est-il à l'aise de débarquer en France, qui était autrefois le pays des Lumières? Là. Ça, Pavel Durov, on pourra en parler aussi tout le podcast. Là, donc, à moi, on vit quasiment un changement de paradigme. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, les PDG des grandes plateformes, les Zuckerberg de ce monde, étaient des gens d'idole. Malgré tout, Zuckerberg est lui-même controversé. Il y a eu un film sur lui qui a un peu terni sa réputation. On le présente comme une espèce d'autiste misogyne. Là. Vous vous rappelez de ce film-là? Oui. Donc, le gars classait des femmes, ou en tout cas, il y avait des systèmes de notation. C'est qu'à la base, Facebook était. L'idée de Facebook, c'était pour que lui et son pote puissent baiser. Là. À la base, c'était un genre de réseau de rencontres que ça n'a pas du tout finalement tourné comme ça. Là. Mais l'idée de base, c'était qu'en gros, c'était une plateforme pour permettre à des jeunes étudiants de pouvoir lutiner des jeunes femmes. Là. En gros, c'est ça, Harvard. Donc, tu sais, ces gars-là, la technologie, pas inutile de rappeler que c'est un des moteurs de l'économie. Là. Donc, tu sais, est-ce qu'on est rendu à un moment où développer une application mobile peut être potentiellement risqué? Parce qu'il y a eu d'autres histoires aussi récemment de gens qui ont développé des applications mobiles qui, avec un système de cryptage qui n'était pas apprécié par des gouvernements, c'est arrivé au Portugal, etc. Donc, tu sais, hier, ces PDG-là, ces espèces de génies finalement de la technologie et des médias sociaux étaient considérés comme des idoles en Occident. C'est la Silicon Valley et tout ça. Et là, depuis quelques semaines, depuis la réalisation de Pavel Durov, est-ce que ces petits génies-là deviennent des figures suspectes qui finalement
leur insoumission va leur coûter peut-être leur liberté. Vraiment, là, ce qui s'est passé au mois d'août, là, le condensé, c'est incroyable. Mais c'est un peu ça qui a mené Elon Musk, je pense, à appuyer ouvertement Donald Trump, chose qu'il se refusait de faire jusqu'ici. Parce qu'on l'a poussé à aller là. Moi, Possible. Elon Musk, présentement, a une réserve infinie de fuck you à distribuer. Puis, à un moment donné, à force de le faire chier, je pense qu'il se radicalise, entre guillemets, dans son approche, dans le sens qu'il dit, OK, you know what? I don't care anymore. Puis, je pense que ça, c'est peut-être un côté optimiste de mon bord, mais ce qui va... En fait, les prochains mois, un des acteurs importants, c'est Elon Musk, justement. Jusqu'à quel point il va tenir tête au gouvernement, puis puis ce qui fait capoter les gouvernements, justement, d'un peu partout sur la planète, c'est que ces entités-là supranationales, parce qu'Elon Musk est une entité supranationale, ben, ils ont de la difficulté à le contrôler. C'est ça. Et leur insoumission. Ben, clairement, là, les réponses les grandes plateformes, en gros. Les réponses qu'il donnait aux gars de l'Union européenne, imagine, le gars, c'est un espèce d'oligarque de l'Union européenne, se pense probablement plus important que Louis XIV l'était à l'époque, et il essaie d'intimider ce gars-là sur Twitter, puis finalement, Elon Musk lui répond un truc du genre You're a piece of shit, ou le tweet est vu par 55 millions de personnes. Non, c'est ça. Mais dans la liste des trucs, peut-être, ça dépend comment on le voit, mais positif, négatif. Moi, je pense que Zuckerberg en est un de ceux qui est en train de se rendre compte qu'il a été essentiellement manipulé par le pouvoir. Et là, il rend public des choses et on dirait qu'on ne sait pas trop de quel bord il va s'en aller parce que ça a commencé, ça, avec une intervention où il a dit hey, quand j'ai vu le président se relever après l'histoire de la tentative d'assassinat, j'ai trouvé que c'était le move le plus badass que j'avais vu. Ça, c'est ça. Alors que Zuckerberg, à la base, c'est un anti-Trump carabiné. Là. Mais c'est ça, tu vois. C'est le point que j'allais amener. C'est essentiel. 2 jours après l'arrestation de Pavel Durov, Zuckerberg fait ses révélations. Donc, révèle qu'il a collaboré, il admet qu'il a collaboré avec le gouvernement américain pour censurer plein de contenus sur la COVID-19. Donc, 2 jours après, là, pensez-vous que c'est un hasard, ça? Non. Mais non, c'est pas un hasard. Mais qui a relevé ça dans nos médias, là? De quoi on parle, nous, au Québec, là? Comprenez-vous ce qui s'est passé au mois d'août? Puis de quoi on a parlé, nous autres, là, à part des vaches égarées en Mauricie, puis tout ça? C'est complètement délirant. Écoute, il y a une réforme judiciaire au Mexique actuellement qui pourrait compromettre le traité de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Au Québec, on parle d'occupation double Mexique. C'est ça notre sujet mexicain au Québec. C'est pendant que la réforme judiciaire, tout le monde en parlait de ça. Aux États-Unis aussi, l'ambassadeur mexicain, américain au Mexique conteste ça. L'ambassade du Canada est en train de contester cette réforme-là. Ouais, ça n'a jamais même pas filtré dans les médias au Québec. C'est hallucinant. On a atteint des sommets d'insignifiance que j'aurais même pas anticipé. Oui, mais Jérôme, n'oublie pas quand même que malgré tout ce que tu dis, il y a du positif au bout du tunnel. On a quand même droit maintenant aux opinions éclairées d'une nouvelle chroniqueuse dans le Journal de Montréal. Donc, l'ex-co-porte-parole durant 3 semaines de Québec solidaire qui a fait son premier texte pour revenir sur sa relation tumultueuse avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, je pense probablement qu'elle va être les 20 prochaines années vont être alimentées par ce contenu très court-là qui a été son passage en politique. C'est un peu décourageant pour les chroniqueurs de droite québécois. Vous êtes Mathieu Bock-Côté, puis là, vous vous retrouvez avec cette collègue-là. Puis, pas que je l'apprécie pas, puis je pense qu'elle peut peut-être être bonne, mais comprenez que on n'a pas beaucoup de diversité d'opinion. C'est-à-dire que est-ce qu'on avait besoin d'un énième chroniqueur de gauche au Québec et en plus à Québécois qui est censé, entre guillemets, être le seul pôle de résistance à droite, puis on s'entend une droite sanitariste qui est pas le modèle québécois. Yann, là-dessus, un autre elle a une utilité pour Québécois. C'est une belle-mère à QS. C'est la belle-mère de QS. Ah oui, peut-être. Donc, ce serait plus stratégique qu'on ne le pense. Ah, écoute, PKP, je pense qu'il y a un malin plaisir à voir GND se démerder avec Émilise. Mais je sais pas si... Écoute, ça me rachète peut-être, mais vous comprenez que, disons que c'est ça. Donc, on avait suffisamment de chroniqueurs à la presse pour nous faire la morale. Là, son côté original, c'est son côté régional. Ouais. Peut-être que ça, mais vous comprenez que c'est... dans la liste de ce que tu cites comme le mois noir sur
la liberté d'expression et l'indépendance des médias et tout ça. Il y en a peut-être un que je rajouterais, qu'on a passé un peu, c'était peut-être pas au mois d'août, c'était peut-être en juillet, je perds la notion du temps là, pendant l'été, mais c'est la fermeture en France de la chaîne, non, dans le fond, la deuxième chaîne du groupe Bolloré, là, le C8, je pense, là, qui est comme Ouais, ouais, ouais. donc, il y a eu ça, donc il a été traîné devant là, avec toute l'espèce de procès qui était fait à Cyril Hanouna, entre autres, là, qui maintenant, je pense, est rendu sur Europe 1. En tout cas, bref, c'est pas nécessairement très important les détails de tout ça, mais c'est un autre événement qui se rajoute en plus. Et là, je pense que je ne sais pas ce que les gens qui sont aux commandes de l'État pensent là, dans leur tête, là, mais on dirait qu'ils ne semblent pas réaliser que progressivement, ils poussent des gens très modérés vers les marges. C'est-à-dire qu'un gars comme Cyril Hanouna, par exemple, il est quasiment vu comme d'extrême droite maintenant en France, alors qu'à la base, c'est un gars qui anime des shows de variété un peu clownesque. Là. Je me souviens des premières fois que je l'ai vu à la télé, c'était un genre de Guy Lepage un peu, là, C'est des finalement. shows pour adolescents, c'est un public adolescent. C'est Le ça, gars mais est là, un convoité, puis il s'habille de manière très jeune. c'est ça, mais maintenant, on nous le présente comme quasiment un genre de porte-parole de Bardella et de Marine Le Pen. C'est devenu extrêmement délirant. Et tu regardes aux États-Unis, Elon Musk est devenu, entre guillemets, d'extrême droite. Zuckerberg est presque en voie de le devenir parce que là, ce qui se cache derrière sa révélation, entre autres, c'est une rencontre qu'il y a eu avec Vivek Ramaswamy, qui est très proche de Trump aussi, où il lui a dit « Ouais, mais la liberté d'expression, tout ça, tu devrais réfléchir. » Puis bon, il y a tout ça qui se passe. Et tu regardes, mettons, au Québec, ben là, je pense que quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, là, en ce moment, il multiplie les articles sur la liberté d'expression, tout ça, parce que je pense qu'il sent que l'étau se resserre sur lui tranquillement. Là. En France, il est clairement un des prochains sur la liste de ceux qui vont que ces gens-là vont essayer de canceller. Fait que, c'est CNews qui a déjà été accusé de ne pas être trop Des informations. idéologiquement homogène, là, alors ça, que ouais. toutes les autres chaînes, évidemment, sont à gauche, etc. Ça dérange personne. Après, il va y avoir un combat parce que c'est sûr qu'on parle de plateformes, évidemment, qui sont puissantes. Là, c'est-à-dire YouTube, c'est la Silicon Valley. Là, donc, s'attaquer à Facebook, quand même, c'est pas rien. Donc, on peut s'attendre quand même à une certaine résistance, heureusement, pour ceux qui défendent la liberté d'expression. Là. C'est très intéressant quand même. Mais tu vois, ça passait sous le radar. Mais De c'est nos dangereux. médias de manière tout à fait surréaliste, là, parce que c'est quand même c'est des transformations vraiment importantes. Puis, Mais ça leur a pris Elon Musk pour avoir cette résistance-là, parce que c'est pas avec Jack Dorsey qu'on l'avait. Mais à un moment donné, on ne peut pas dépendre du bon vouloir des dirigeants de ces plateformes-là. Il n'y en a pas une tonne de plateformes comme ça. Puis à un moment donné, on va se ramasser avec un comptable à la tête de ces. Tu sais, je veux dire, si on a Steve Jobs à la tête d'Apple, est-ce que c'est la même compagnie que quand on a Tim Cook? Ben non, c'est deux visions complètement différentes. Il y en a un qui était innovateur, il y en a un autre qui est vraiment bien équipé pour gérer une machine à argent. Mais un gars comme Tim Cook, le bug, c'est que ces gars-là, ils pensent juste au bottom line. Ils se calissent bien du reste. Là. Ben, à un moment donné, si Twitter ou Facebook redeviennent entre les mains de personnes qui regardent juste le bottom line, les gouvernements sont capables de graisser à la patte à ces entreprises-là, rien qu'en masse. Fait que, tu sais, c'est un peu ce qui arrive dans nos médias traditionnels. Ça fait longtemps au Canada puis au Québec que les gouvernements graissent la patte de ces médias-là, les protègent avec une réglementation tout simplement asphyxiante. Mais à un moment donné, il y a une limite à ça. Il y a une limite jusqu'où tu peux aller parce que quand ces plateformes-là arrivent, ben, la concurrence des plus petits joueurs recommence, puis on retrouve un certain dynamisme. Ce qu'on devrait apprécier comme étant un dynamisme concurrentiel, on nous présente ça comme étant une mésinformation, une désinformation dangereuse, puis il faut vaincre ça à tout prix. La réalité, c'est juste des grands joueurs qui essaient de garder le couvert à sa marmite sur leur cartel qu'ils ont développé au fil du temps avec l'approbation des gouvernements. Mais ces plateformes-là, la journée que Facebook, la journée que Twitter, puis Google dans une moindre mesure aussi, retombent entre les mains de gens qui ne pensent qu'au bottom line, qui ne pensent qu'à la rentabilité des actionnaires, puis que les gouvernements se décident à les financer ou à les définancer ou peu importe sous le couvert de la menace, ben là, on est dans la marde, là, parce qu'il n'y en aura pas de possibilité
d'alternatives. Mais en même temps, est-ce que ces entreprises-là peuvent être rentables? Là, tu vas me dire, ouais, les subventions peuvent compenser, mais je pense que leur rentabilité dépend quand même de la liberté, d'une certaine Ben, c'est liberté ce que d'expression. Musk est en train de prouver. YouTube, par exemple, on dit que ça censure beaucoup YouTube, mais en fait, si YouTube perd tous les médias indépendants qui ont une ligne éditoriale différente de celle des grands médias, YouTube perd beaucoup, beaucoup de revenus, là. Donc, Ouais, c'est sûr exact. qu'il y a une vitalité aussi organique de ces plateformes-là qui dépend du maintien d'un certain libéralisme, là. Ben, Donc, tout à fait. C'est l'affaire, c'est qu'on va essayer d'attaquer ces plateformes-là avec des politiques antitrust. On va essayer des poursuites un peu comme la Commission européenne essaie de faire, ainsi de suite. Tu sais. Fait que moi, de voir ces gens-là attaquer, je veux dire, on a 3 joueurs principalement qui peuvent se tenir debout. Puis, il faut que ces gens-là continuent de résister à ces petits gouvernements-là qui les ouais. attaquent. Mais ça ne tient pas à grand-chose. Moi, le fait que ça tienne à 3 gars, là, ça me fait capoter en Ben, maudit. là. c'est pour ça, Yann et Jérôme, que tu sais, beaucoup de gens disent pour comment expliquer le flip-flop de Trump sur l'histoire de TikTok. Parce que Trump, quand il était président, il nous disait TikTok, c'est un cheval de Troie chinois, c'est pour nous espionner, tout ça. Puis qu'il a commencé à mettre en place des lois pour essayer d'interdire ça, forcer un transfert de propriété vers un propriétaire américain pour en faire une deuxième société, tout ça. Mais il a changé complètement son discours dans les derniers mois là-dessus. Et de ce que j'en ai compris pour m'être intéressé un peu au dossier, c'est parce que ce qu'il a compris, c'est que derrière la volonté d'interdire ça, il y avait encore une fois des hauts placés finalement du gouvernement que eux, leur intérêt, ils s'en foutent en fait, les Chinois espionnent. Leur intérêt, c'est que ce qu'ils veulent, c'est empêcher l'émergence encore de leaders de contestation qui là sont sur des plateformes qui rejoignent des jeunes et que là, de plus en plus, tu as des influenceurs, entre guillemets, de droite sur ces plateformes-là qui répandent de la désinformation. Et donc, le fait de s'y attaquer avec le prétexte chinois, c'est un autre moyen de censurer ces créateurs de contenu, comme ils l'ont fait avec Facebook, comme ils l'ont fait avec Twitter, comme ils l'ont fait avec YouTube. Ils ne veulent aucune plateforme sur laquelle ils n'ont pas le strict contrôle. Et ça m'amène à un autre point, parce que tu parlais du journalisme au Québec, au Canada. C'est drôle, pareil, hein, qu'il n'y a pas un seul journaliste qui essaye, ou en tout cas qui nous a montré qu'il essayait de savoir qu'est-ce qu'il en était de ce processus que Zuckerberg a dévoilé pour le Canada. C'est-à-dire que là, on sait que le gouvernement américain a fait des demandes, mais qu'est-ce que le gouvernement Trudeau a demandé à Facebook, à Twitter de censurer pendant la pandémie? Parce que c'est clairement pas, je veux dire, les bots de Facebook et tout ça, s'ils ont reçu cette demande-là des États-Unis, ils devaient se concentrer sur le contenu américain puis laisser faire le reste. Donc, si ça s'est fait au Canada, et ça s'est fait au Canada, ça s'est fait aussi, on parle beaucoup de la COVID, tout ça, mais ça s'est fait pour la guerre en Ukraine. Je le répète, mais dans les premières semaines, le simple fait d'écrire le mot Ukraine te démonétisait systématiquement dans la création de contenu sur différentes plateformes, même si tu avais souvent on avait des problèmes de publication, même de juste faire des podcasts explicatifs, il n'y avait aucune prise de position, mais il n'y a pas un journaliste qui ça a l'air intéressé de savoir, vous, M. Trudeau, c'est une question qui se pose. Là. Vous avez vu les déclarations qu'a faites Mark Zuckerberg. Il a témoigné comme quoi que le gouvernement américain lui avait systématiquement demandé de bannir et de censurer des publications. On parle de 20 millions de publications. Pouvez-vous nous dire ce que le gouvernement canadien a demandé à Facebook et à Twitter? Il me semble que c'est une question qui se pose. On se doute que la réponse va être la bullshit, mais au moins on saurait qu'il y a des gens qui font leur travail. Écoute, c'est le déclin du journalisme au Québec, en particulier. Au Canada anglais, je pense que c'est un peu moins pire. Un peu. Mais c'est fou raide, là. Puis écoute, à chaque fois que je repars à l'étranger, j'ai le contraste en pleine face, là. J'ai les journaux mexicains ou français ou espagnols. Puis tu fais journaldemontréal.com, puis tu arrives là, tu te dis, écoute, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Le repli sur nous-mêmes, sur soi ici, là, on est devenu le genre de technicien du quotidien. Là, je veux dire. Puis rappelons que tu es nationaliste quand tu dis des affaires de même. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, parce que moi, quand je dis ça, ou Frank dit ça, nous autres, on est des Elvis Gratton, on est des Québec bashers, on fait un chialer contre notre les gars de barbecue, hein, ils t'ont reproché d'avoir acheté un barbecue cher, là.
Ouais, c'est ça. Ça, c'était drôle, ça. Ethnomasochiste. Hey, ça, c'est un barbecue cher, c'est-tu colon, hein? C'est quoi, Fuck them, je me câlisse. rappelle plus. C'est quoi cette page-là, donc? Ah, mais continue ton idée. Ah, Là. mais c'était à cause de Barbecue Québec. Ouais, c'est Il ça. essayait de canceller Max Lavoie puis tout ça. Là, à cause que le gars, il avait aimé Trump avec son compte d'entreprise. Mais c'est drôle parce que c'est comme si s'acheter un barbecue est comme la preuve ultime qu'on est colon. C'est comme si ça Non, non. nous. Mais moi, c'est juste honnête, pour vrai. Là. Tu sais, ça faisait un bout que j'y repensais de me racheter un barbecue. Là. C'était dans les Oui, on plans, mais pas comprend les que plans. c'est Puis... joindre l'utile à l'agréable. Là. Ben Ouais, oui. ouais, puis là, quand j'ai vu cette controverse-là, ben, je dis, ah, ben, now it's time. Esti, fuck it, esti, j'achète un barbecue. Je le prends chez Barbecue Québec, puis je vais colisser la facture sur les réseaux sociaux. Je m'en sacrais tellement, je trouvais tellement ça drôle, puis je te jure que mes steaks goûtent meilleurs grâce à ça. Ça a fait broyer des gauchistes. Christy, que c'est des bons steaks. Ouais. Mais justement, parlant de Gros gauchistes. quand même pour les provoquer. Il suffit d'acheter un barbecue et là. Parlant de gauchistes en train de brailler, c'est que on se dit tout le temps, il y a une élite journalistique là, au Québec, là, il y a une société d'État avec au-dessus d'1,5 milliard de budget. Tu t'attendrais à ce que ces gens-là, je ne sais pas, fassent des reportages, créent du contenu intéressant et tu regardes, il y a certains personnages, en fait, ils écrivent des articles sur leur blog pour parler de toi, entre autres. Jérôme, là. Non, Tu ne sortiras pas Olivier Niquette, ici, là. Ben là, j'allais pas le nommer, mais tu l'as fait. Pas ton idée, tu disais, je t'ai interrompu avec le barbecue, là, mais tu disais journalisme au Québec. Je sais pas. Ben, tu disais, c'est parce qu'il est en train de dire que, le commentaire que tu faisais, tu le faisais pas d'un point de vue Ah oui, c'est ça, exactement. ridicule de quelqu'un qui veut juste... nationaliste. Ah non, mais c'est décourageant. C'est décourageant. Là. Les gens pensent, tu sais, moi, j'avais pas prévu développer cette ligne-là. C'est mon parcours qui a fait en sorte que je sorte du pays, puis que je découvre ça finalement. Là, j'ai découvert le Québec plus à l'étranger qu'ici même. Là. C'est-à-dire, moi, le Québec, j'ai découvert au Mexique. Finalement, c'est ce que je raconte dans mon livre, là, Québec au Mexico. Donc, mais écoute, c'est pire que jamais. Quand je suis à Madrid, c'était en juillet. Je m'installais avec les journaux le matin, puis encore une fois, je faisais l'exercice. Tu compares un peu. Puis écoute, c'est des journaux, c'est fabuleux là, à côté. Puis c'est probablement qu'en Espagne, ils doivent se plaindre déjà eux-mêmes d'avoir du moins bon journalisme qu'auparavant. Vous imaginez? Je veux dire, chaque jour, là, c'était plein de. En tout cas, de trucs intéressants, beaucoup plus riches, des analyses plus profondes. Nous, on est vraiment là. Les textes ont plus que 400 mots pour commencer. Bon journal conservateur, plus à droite, là, en Espagne, ABC. C'est assez bon. Mais même les journaux sont meilleurs que nos journaux de. Dans tout l'été, la recherche que les gars faisaient en termes de revue de presse, les rares fois qu'on a parlé du Québec, parce qu'on a vraiment pris une pause un peu de politique provinciale, de toute façon, les politiciens se pognaient le zouiz. Fait qu'il se passait strictement rien. Mais les seules fois qu'on a vraiment parlé du Québec, la plupart du temps, c'était des articles dans le National Post. Des bons articles, là, des choses qu'on apprenait sur notre propre province, mais dans le National Post. Nous, on ne fait pas de relations internationales. D'abord, on est coupé. Il faut dire, c'est sûr, le Québec se pense un pays, mais ne l'est pas. Donc, tout ce qui est politique étrangère, finalement, on n'en parle pas vraiment dans nos journaux. Exactement. Parce qu'on considère que c'est Ottawa, puis c'est un champ de compétence fédérale. Donc, tout ce qui est question militaire, tout ça, on dirait que c'est lointain. Mais écoutez, c'est décourageant. Je le constate. Il n'y a pas un seul pays où je suis allé, puis je n'ai pas voyagé partout dans le monde non plus, là, mais où je n'ai pas constaté que les journalisme était supérieur à celui qu'on pratiquait ici. Donc, fait que quand tu fais ta revue de presse, là, mettons au Mexique ou à Madrid, puis tu regardes les journaux là-bas, les unes de journaux et les grands débats, c'est pas genre est-ce qu'on devrait avoir des cellulaires à l'école? Parce qu'au Québec, ça a été un des gros sujets de l'été. Là. Tous les chroniqueurs étaient là-dessus. Ouais, est-ce qu'ils devraient l'interdire dans le couloir? En fait, le débat était comme calqué un peu sur celui du masque. Là. C'est dans la classe, dans le couloir, à la cafétéria, quand tu es assis, quand tu es debout. Comment ça marche? Là? Ça prendrait une directive du ministère pour savoir exactement comment se comporter avec un téléphone, là, parce que les jeunes ne sont pas capables de gérer ça, les profs non plus, visiblement. Là. Donc, ça prendrait le politburo là, qui émet une directive claire, nette et précise, parce que sinon, on ne peut pas. Là. Donc, ça a été, je te dirais, quand même un été rempli de ce que tu appelles les grands enjeux.
Donc là, aujourd'hui, ben là, le grand enjeu au Québec, c'est de savoir là, est-ce que qui sera le prochain ministre de l'immigration, ce genre de truc-là. Bon, c'est ça c'est ça les débats qu'on a. C'est ça les débats qu'on a en ce moment. Ouais, non, Écoute, c'est désolant. Heureusement, c'est ça. Écoutez, il reste des plateformes émergentes comme la vôtre, comme la nôtre, Libra-Média, mais j'insiste quand même aujourd'hui. Libra-Média, c'est vraiment important là, pour la liberté d'expression. Vraiment, on connaît un déclin fulgurant. Puis, si vous voulez contribuer à protéger la liberté d'expression, je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'on va connaître dès les prochaines semaines de prochaines attaques. Des attaques en l'endroit de la liberté d'expression. Elle risque sobre depuis 11 mois. Aïe, ils ont mis ça en une. Et c'est malade. C'est la 7-jourisation du Journal de Montréal, mais c'est pas nouveau. Là. c'est incroyable. Quel Écoute, bordel, congestion routière. Oui, la grosse nouvelle hier, c'est celle-là, ici en bas à gauche, toute petite. Là. C'est toujours le quotidien au Québec. Le quotidien l'emporte toujours. Mais divorce entre le NPD et Trudeau, ce sont les élections. Ça sent les élections à Ottawa. Je veux dire, c'est ça la nouvelle hier? Oui, la nouvelle québécoise hier, c'est pas Éric Lapointe, puis ça sobré. En plus, ça depuis 11 mois. Attends que ça fasse 5 ans avant de venir parler de 12 ça. mois déjà, fait une année, ça n'aurait été pas pire d'attendre un an. Oui, c'est ça. Au moins, tu peux avoir ton jeton. Non, c'est ça. Non, mais elle a ça probablement en plus que lui. Je veux dire, c'est juste quelqu'un qui l'a appelé, il a dit ça, puis on fait un article avec ça. Mais tu sais, si tu lis les autres chroniqueurs, probablement qu'aujourd'hui, tu as encore quelqu'un qui se trouve très original en nous parlant du relooking de Poilievre. En fait, c'est. On dirait que c'est gros bras pareil, non? Mais c'est parce que moi, c'est comme un Canada, comme ils disent, healthy, c'est ça? Hein? Mais ce qui me fait rire avec ça, moi, c'est. Le gars il fait des push-ups le soir à son hôtel, c'est ça? Hein? Clairement, mais c'est que moi, ce qui me fait rire avec ça, c'est que les médias, les journalistes le notent pour lui, mais c'est comme il remarque jamais que les autres. Tout le monde fait ça en politique. Là. Je veux dire, Trudeau avait une barbe pendant la pandémie, les cheveux longs, comme pour incarner le gars qui est en confinement, puis tout ça. C'est une mise en scène, là. Là, il arrive en élection, il revient les cheveux courts, plus de barbe. Legault qui s'est mis des lunettes dans la dernière campagne électorale pour avoir de l'air intellectuel. Jean-François Lisée qui s'était fait teindre les cheveux. Ils ont même essayé de défriser Jean Charest à un moment donné. Non, oui, ben écoute, je veux dire, les personnes. Je veux dire, essayer de transformer puis de jouer avec l'image d'un. C'est l'histoire de la politique, mais Poilievre, on parle de déjà rasé aussi, je pense. Comment? Couillard, il avait déjà enlevé sa barbe, je pense. Ça peut-tu? Je sais pas. Juste en terminant, je sais pas, on est rendu où, mais une précision sur le Brésil, je reviens à X. Faut pas oublier que, comme je disais tantôt, oui, c'est le gouvernement des juges qui a imposé la fermeture de X. Donc, c'est les juges qui dominent, je ne veux pas dire qu'ils dominent la vie politique, mais ils ont quand même large dans la vie politique au Brésil, qui ont fait ça. Mais c'est sûr qu'on peut l'interpréter aussi comme une lutte entre la gauche et la droite. Et Musk appuie Milei et appuie les droites en Amérique latine. Ouais. Donc, c'est sûr que pour la gauche latino-américaine, la fermeture de X au Brésil peut être interprétée comme une victoire. Comme une victoire de la gauche. Donc, au début, Frank, tu me disais, bon, c'est la gauche impose ça. C'est vrai puis c'est pas vrai. Non, je comprends, ta précision est très bonne. Mais qui, actuellement, oui, sert les intérêts d'une certaine gauche en Amérique latine. Donc, n'oubliez pas ça. Musk se présente de manière totalement désinvolte comme un gars qui appuie les droites en Amérique latine. Et Dieu sait que c'est polarisé et que ça joue dur en Amérique latine. Donc, c'est parce que ce qui est un peu, comment je dirais ça, un peu ironique et intriguant pour beaucoup de gens, parce ce qui commence à s'en rendre compte de plus en plus, c'est que la gauche, entre guillemets, Charlie Hebdo, là, puis il est interdit d'interdire et autres, c'est terminé. Là. C'est réellement terminé. En ce moment, ce qu'on voit, c'est des leaders de gauche un peu partout, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, qui en ont après la liberté d'expression des gens. Là. Qui maintenant, liberté d'expression, c'est presque devenu un concept d'extrême droite. Alors que tu te dis, je sais pas, là, je regarde tous les grands caricaturistes, toute la presse de gauche, etc., qui faisait des caricatures de Charles de Gaulle et autres. Il me semble qu'il y a une tradition de gauche de provocation, d'irrévérence, qui nécessite de la liberté d'expression. Là, je pense que de plus en plus de gens qui ne se voyaient pas comme conservateurs du tout de droite, ils commencent à réaliser qu'en 2024,
être conservateur, là, ça veut dire conserver la liberté d'expression, conserver des droits fondamentaux que des gens essayent d'enlever sous prétexte de lutte à la désinformation, lutte contre le discours haineux. Là, c'est rendu que, genre, je veux dire, t'as des pays qui se dotent de législation. Là, si quelqu'un mégenre quelqu'un en ligne, on peut lui donner une amende. Là. Ah, c'est toujours construit comme si tu arrives et dis non, il faut protéger la liberté d'expression, c'est ça. Toi, tu es d'accord avec des pédophiles qui font de l'hameçonnage? C'est toujours présenté de même. Même la loi qui est. Oui, mais c'est ça, effectivement, oui. Les libéraux essaient de passer. Là, c'est au nom de la protection des enfants, des. Dourhoff aussi, c'était ça, les prétextes qui ont été mis de l'avant. Ah, mais c'est à cause qu'il y a du trafic de matériel pédocriminel ou je ne sais pas trop via sa plateforme. Donc, évidemment, c'est sûr que si tu utilises un système d'encryptage, tu vas trouver des criminels qui l'utilisent, évidemment. Mais cette accusation-là qui lui a été faite, on pourrait la faire à Snapchat, on pourrait la faire à n'importe quelle autre plateforme, ou on pourrait la faire à des médias mainstream aussi. Là. Les annonces classées, je veux dire, à un moment donné, on en a toléré des cochonneries là-dedans. Là. Eh oui. Il y a de la prostitution. Des salons de massage, de la prostitution dans le journal, dans les annonces classées. Là. Je veux dire, c'est. Puis on dit la gauche, mais ça va finir par desservir aussi une certaine gauche. C'est-à-dire, exact, la censure, on dit c'est la gauche, mais vous comprenez, c'est une gauche qui est institutionnelle, qui est technocratique, qui sert à des intérêts capitalistes, dans le fond, parce qu'on assiste aussi à un capitalisme woke. Donc, à partir du moment où une gauche plus traditionnelle, entre guillemets, va décider du jour au lendemain qu'elle critique Big Pharma ou tel traitement, quand la vraie gauche va se réveiller un jour, si ça arrive en Occident, elle va être censurée, là, parce que la gauche, à l'origine, n'aurait pas appuyé Big Pharma durant la pandémie. Le mouvement anti-vaccin, c'est pas un mouvement de droite, là. À la base, non. C'est un peu ceux que j'appelais les grano-réactionnaires, affectueusement. Absolument. Mais écoute, moi, je pense en tout cas, on ne reviendra pas sur le vaccin. Moi, je pense pas que moi, personnellement, c'est un vaccin qui m'a beaucoup aidé. Là. Non, ce que je veux dire, c'est que le mouvement anti-vaccin, ça n'a pas été inventé pendant la pandémie. Là. Ça a toujours existé. Et ça a toujours été de gauche. Les gens de ce mouvement-là étaient des militants gauchistes. Fait que, à un moment donné, tu es là, tu te dis... Après, tu as eu des vaccins nationaux, là, étatiques. On n'est pas allé si loin dans le débat. Ça veut dire, mettons, à Cuba, ils ont eu un vaccin national. Bon, on a développé un vaccin. La Havane a développé son vaccin. La Chine a développé son vaccin. La Russie a développé son vaccin. Donc, ce n'était pas des compagnies privées. Est-ce que la gauche appuierait plus des vaccins nationaux? Ah, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est Québec solidaire qui voulait une sorte de produire des médicaments là, au Québec. Là, non, mais cette mouvance-là, c'est la mouvance bio, retour à la terre, terroir un peu. Oui, mais il y avait de ça effectivement dans cette réaction-là. Après, moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est un vaccin qui a été conçu trop vite. Mais sans parler de la COVID, mon point, c'est que historiquement, le mouvement anti-vax a toujours été de gauche. Puis de voir les gauchistes exiger de la censure au nom du sanitarisme, au nom de la COVID, puis tout ça. Puis non, regarde, Michel Foucault, regarde, tu vois, c'est lui qui critiquait ça, la biopolitique. Ben oui. Michel Foucault n'est pas un gars d'extrême droite, on s'entend-tu? Donc, effectivement, il y a eu comme une confusion des clivages. Mais ils ne réalisent pas que ça va être eux autres qui vont se faire censurer éventuellement avec leur propre loi. Bon, on le voit, tu vois, la gauche est en train d'imploser. Le PLC se tire de la marche LGBT pour des questions reliées à Israël. Puis on le voit aussi, l'appui de Robert Kennedy à Trump illustre ça. Oui, exactement. Une gauche anti-vaccin, entre guillemets. Donc, on voit que on reste évidemment avec ces catégories-là, gauche-droite, mais on le voit que c'est de plus en plus confus et que finalement, le populisme, en fait, transcende un peu ce qui est la gauche et la droite. Puis on le voit aussi, par exemple, au Mexique, avec le président López Obrador, qui, moi, je l'appréciais pour certains aspects. Pourquoi? Parce qu'il est populiste. Mais populisme, c'est pas juste négatif. C'est-à-dire être sensible aux réalités populaires, tant qu'à moi, c'est pas un défaut en politique. Là, maintenant, c'est présenté comme épouvantable. Là. Mais l'axe populiste, il y a une espèce d'axe, en fait, qui émerge contre un axe anti-système, on peut appeler ça comme ça, qui va au-delà des clivages gauche-droite. Et la pandémie a beaucoup contribué à brouiller les cartes.
Absolument. Écoute, Jérôme, on te remercie d'avoir été là pour la première de la saison. Peut-être que je te laisse le mot de la fin, ce que tu veux publiciser. Évidemment, le libremedia.com, libre avec trait d'union, media.com. Il y a le Libre Podcast aussi que les gens peuvent Qui reprend cette suivre. semaine, oui. Oui. Qui reprend dès demain, vendredi. Mais c'est ça, je relance mon invitation parce que on s'aperçoit, puis je ne vais pas le mentionner 50 fois, là, mais que vraiment, la liberté d'expression est en péril. C'est plus vrai que jamais. Puis, c'est important d'appuyer les plateformes comme les nôtres pour riposter, puis mener ce combat-là. Absolument. Écoute, merci d'avoir été là et tout le monde, on se reparle la semaine prochaine. À bientôt.